Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir, de son image, de sa symbolique, de la manière dont il s'exerce et de sa possible transformation. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Diversité et Inclusion de Forbis-Mazars, coordinatrice du think tank Les Ateliers Entreprises et Mixité et co-autrice des ouvrages Mixité, quand les hommes s'engagent et remixer la mixité aux éditions Erol. Mais avant cela, comme chaque semaine, mon édito. Et ce matin, je vous propose de nous engager pour humaniser le pouvoir. Oui, parce que s'engager pour humaniser le pouvoir, c'est s'interroger sur ce qu'il est devenu et sur ce qu'il pourrait être. Le pouvoir, dans sa représentation dominante, reste profondément marqué par des codes masculins. On y valorise la maîtrise, la rapidité de décision, la résistance à la pression. On y célèbre la performance, la conquête, la verticalité. Hérité d'un monde où la réussite se mesurait à la force, à la visibilité, à la capacité d'imposer, il porte encore, et trop souvent, les traits d'un modèle ancien, vertical, solitaire, éprouvant. Un modèle bâti par les hommes, pour des hommes, où l'autorité se confond avec la domination, où l'efficacité s'évalue à la résistance au stress et où l'on confond trop souvent la rigueur avec la dureté. Ça en est parfois totalement caricatural quand le troisième, par exemple, le plus riche du monde, Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, explique que les arts martiaux et la chasse au sanglier l'ont aidé à retrouver sa masculinité et qu'il déplore qu'il y ait trop d'énergie féminine dans les entreprises américaines. Il rejoue un modèle de pouvoir viril, compétitif, agressif. Alors ce modèle, les femmes ne l'ignorent pas. Elles l'ont observé de près, elles l'ont souvent servi, rarement habité, non par manque d'ambition, mais parce qu'il ne leur ressemble pas. Selon l'étude menée par les ateliers Entreprises et Diversité avec Ipsos et BVA, 58% des femmes ont une image positive du pouvoir, contre 67% des hommes. Mais elles en perçoivent aussi beaucoup plus nettement les coûts. Le stress, la pression morale, l'isolement, les conflits de valeurs, le déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et encore cette peur diffuse d'être disqualifiée à la moindre faille. En fait, les femmes aspirent à un pouvoir différent. Un pouvoir d'écoute, d'éthique, d'humilité. Un pouvoir qui donne au collectif du sens plutôt que de nourrir l'ego. Et ce que démontre au fond cette enquête, c'est que les femmes n'ont pas de rejet du pouvoir. Elles veulent simplement l'exercer autrement. Elles aspirent à un leadership fondé sur la coopération, la cohérence, l'exemplarité et le sens. Elles souhaitent que le pouvoir ne soit pas qu'un territoire de compétition, mais aussi un espace de transformation. Et tout le paradoxe est là. Les femmes souhaitent accéder à la décision, mais refusent d'y perdre leur humanité. Elles veulent être fortes, mais sans devoir devenir dures, influentes, sans devoir se renier. Alors, que se passerait-il, dites-moi, si le pouvoir était davantage exercé par des femmes ? Eh bien, peut-être qu'il changerait de nature. Peut-être qu'on valoriserait autant la parole que la décision, l'équilibre que la performance. Plus d'horizontalité, moins de prestige, plus d'impact. On verrait sûrement émerger une autre manière de diriger, plus empathique sans être fragile, plus inclusive sans être naïve, plus éthique sans être dogmatique. Humaniser le pouvoir, ce n'est pas l'adoucir. C'est le rendre plus intelligent, plus durable et plus juste. C'est accepter que la performance ne s'oppose pas à l'équilibre. Humaniser le pouvoir, c'est peut-être cela. Redonner au mot diriger son sens premier, conduire, mais sans l'écraser. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Diversité et Inclusion de Forbis-Mazars et coordinatrice du think tank Les Ateliers Entreprises et Mixité. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Muriel. Alors vous venez de piloter une enquête passionnante, menée avec Ipsos et BVA, qui interroge notre rapport collectif au pouvoir et à son attractivité auprès des femmes. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu interroger ce sujet ? Alors il s'agit de la suite d'une enquête qui avait eu lieu en 2022 sur le phénomène d'opting out, le phénomène de pas de côté. À cette époque, les ateliers entreprises et mixité qui comportent deux corps, c'est-à-dire il y a les plénières où nous travaillons sur les bonnes pratiques que nous identifions et nous diffusons avec cette entreprise, une dizaine d'experts. Et puis on a un deuxième corps qui est le club des dirigeants. Ils sont une vingtaine de dirigeants de grands groupes français.
Et c'est au sein de ce cénacle qu'avec l'apparition de la loi Rixin, les dirigeants et dirigeantes s'étaient posé la question, oui, mais très bien, 40% de femmes dans les comités exécutifs, essayons, mais si elles ne veulent pas. Et donc, nous avions fait cette enquête sur le phénomène d'opting out. Est-ce que les femmes refusent davantage les promotions que les hommes, etc. En résumé, l'enquête disait que les hommes refusaient autant les promotions que les femmes. Donc ça, c'était une découverte, finalement, assez contre-intuitive. Et par ailleurs, que les femmes, quand même, quand il s'agissait de se mettre en avant pour postuler, pour être candidate à une promotion, à une nomination, eh bien, elles le faisaient moins que les hommes. Et une des dernières questions qui était posée était qu'est-ce qui finalement vous empêche de vous mettre en avant, de vous porter candidate? Eh bien, il y avait deux raisons. L'une qui était assez intuitive, qui est l'équilibre vie pro, vie perso, vous l'avez mentionné vous-même dans l'introduction, et l'autre que l'on avait moins vu arriver, qui était l'image du pouvoir. Donc là, ce côté boys club, entre soi, cette idée qu'il va être difficile d'y accéder. Et c'est ainsi que pendant 2 ans, le club des dirigeants a discuté à chacun de ces petits déjeuners. Ils se voient 2 fois par an. Mais quelle est cette image que nous donnons qui empêche les femmes de vouloir y accéder, qui rend le pouvoir si peu attractif? Donc ils se sont vraiment remis en question et ont décidé finalement de commander cette enquête pour voir si finalement il y avait une différence entre les femmes et les hommes et comment rendre ce pouvoir plus attractif. Alors, je le disais tout à l'heure, 58% des femmes voient positivement le pouvoir, mais 10 points les séparent encore des hommes. Alors, on a quand même envie d'interroger ce qui se joue dans cet écart. Pourquoi est-ce que ce mot pouvoir reste-t-il plus attractif pour eux que pour elles ? Alors, sans verser dans la psychologie de comptoir, mais je pense qu'on peut y voir plusieurs choses qui sont à l'œuvre. D'abord, il y a un rapport probablement beaucoup plus décomplexé au pouvoir chez les hommes que chez les femmes. Ça ramène à des questions d'éducation où finalement les injonctions qui sont faites aux garçons sont différentes de celles qui sont faites aux filles et les enjoignent, eux, les garçons, à vouloir être chefs, naturellement. Si vous couplez à ça l'idée du syndrome d'Atlas, selon le nom de ce dieu qui avait été condamné par Zeus à porter la voûte des cieux sur ses épaules pour le reste des temps. Si on transpose ça en psychologie, en sociologie, ça raconte le fait que les garçons, très tôt, reçoivent des injonctions qui disent qu'ils vont porter le foyer sur leurs épaules et qu'il faut donc, de ce fait, accéder à des responsabilités le plus haut et le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est un ensemble d'injonctions qui, transposées 20 ans, 30 ans plus tard dans le monde de l'entreprise, font que en tout cas, c'est une des bonnes raisons qui font que finalement cet attrait naturel pour le pouvoir est là chez les hommes, naturellement, et alors que les injonctions qui sont faites aux filles sont bien différentes. Oui, alors il y a aussi dans cette enquête, ça révèle que beaucoup de femmes considèrent que le pouvoir est un espace à haut risque, beaucoup de stress, de pression, de perte d'équilibre, et puis de conflit de valeurs aussi également. Elles semblent vivre le pouvoir comme un espace plus coûteux, plus risqué, plus exigeant. Est-ce qu'on a trop longtemps, d'après vous, confondu le pouvoir avec cette notion de sacrifice induit? Alors, oui, il y a probablement quelque chose comme ça, effectivement. Oui, en tout cas, les freins qui sont perçus par les femmes, ils sont perçus aussi, on le voit dans l'enquête, par les hommes, mais avec toujours beaucoup plus d'intensité chez les femmes. Là, on a des différences de 10 points, 15 points. Le sacrifice, oui, peut-être. En tout cas, il semble qu'il y a un prix à payer et qu'il est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Comme si le pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui, ainsi que les modalités pour y accéder, ne sont pas faits pour les femmes. Donc on peut dire qu'il y a une perception d'un ticket d'entrée qui est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes.
Et c'est lié aux différences. Alors, il est parfois pas toujours de bon ton de parler des différences entre les hommes et les femmes, n'empêche qu'il y en a entre les différences physiques. En tout cas, il y a des différences structurelles qui sont la charge mentale, les différences de cycle de carrière dues aux grossesses, les danses, qui est un phénomène encore plus féminin que masculin, mais aussi d'autres sujets comme la prise de parole, le fait que la prise de parole est plus difficile naturellement pour une femme que pour un homme, que la parole des femmes est plus souvent interrompue, reformulée, réappropriée. Il y a les questions de négociation salariale qui ne sont pas abordées de la même manière par les femmes et par les hommes, toujours un petit peu plus compliqué pour les femmes. Il y a la question de l'auto-évaluation dans les évaluations de performance. Donc on voit qu'il y a un ensemble finalement de freins qui font que quand on pense au pouvoir, quand elles pensent au pouvoir, les femmes y voient un parcours d'obstacles qui, alors je ne dirais pas que c'est un long fleuve tranquille pour les hommes d'y accéder, mais en tout cas tous ces naturellement freins, plus évident, oui. C'est naturellement plus évident. En plus, ils sont portés pour y aller, alors que les femmes non seulement se posent plus de questions, mais ont des freins extrêmement concrets devant elles. Alors, vous dites que, en dépit de tous ces freins, on constate que les femmes ne rejettent pas le pouvoir, mais qu'elles veulent simplement l'exercer autrement. Alors, est-ce vraiment possible ? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que le pouvoir peut s'exercer sans reproduire ses codes historiques ? La domination, la compétition, la résistance à la vulnérabilité. On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio et toujours dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, on s'engage pour humaniser le pouvoir avec Marie-Christine Maéas, coordinatrice du think tank, les ateliers entreprises et mixité. Alors Marie-Christine, avant la pause, on évoquait cette question essentielle. Est-il vraiment possible d'exercer le pouvoir autrement, sans reproduire les codes historiques de domination et de performance à tout prix ? Question difficile, mais c'est vrai qu'on le voit dans l'enquête, les attentes des femmes et des hommes vis-à-vis de l'exercice du pouvoir sont communes sur un point qui est que, et c'est une bonne nouvelle je trouve, que les uns et les autres, les hommes et les femmes, ils recherchent davantage de valeurs humaines. Alors, le pouvoir dans l'exercice qui est observé revêt globalement une image positive, parce qu'il est perçu comme étant essentiellement synonyme de prise de décision, de sens des responsabilités, de vision stratégique, de leadership. Donc, mais ça en souligne surtout la dimension opérationnelle. Donc ce que l'on voit, c'est la dimension opérationnelle. Ce que l'on aimerait voir, puisqu'on a posé la question de votre observation de l'exercice et votre idéal, et l'idéal, eh bien, ce serait davantage d'écoute, davantage d'éthique, davantage d'intégrité, davantage d'humilité et une priorité donnée à l'humain. Et on voit que sur l'ensemble de ces facteurs-là, les hommes et les femmes sont d'accord, mais les femmes y mettent toujours un petit peu plus d'intensité sur toutes ces dimensions qui sont liées à l'humain, justement. Alors, il y a quand même aujourd'hui énormément de politiques de mixité dans les entreprises. Pourquoi est-ce que... en dépit de ces politiques de mixité, ça bascule pas un peu plus rapidement. Même si une femme sur deux se projette en numéro 1, elles hésitent toujours à franchir elles hésitent souvent, on va dire, à franchir cette dernière marche. Pourquoi c'est si long, cette bascule ? Alors, une des raisons, je pense, et ça c'est vraiment général à la progression de la mixité, c'est l'engagement des dirigeants. On a vraiment un besoin d'engagement des PDG sur ce sujet-là pour des questions d'exemplarité. S'il n'y a pas l'engagement du patron, de la patronne, eh bien on peut dire que tous les programmes, les feuilles de route, une mixité, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça va durer 5 mois, 6 mois, et puis après... Voilà. Donc il y a quand même ce besoin d'avoir l'engagement du dirigeant ou de la dirigeante. Par ailleurs, eh bien, c'est simplement que cette transformation, on est vraiment dans un virage où on a quand même des lois,
un entrain qui est là, une motivation de beaucoup de différentes associations et organisations internes. Et à la fois, il faut que la transformation s'opère des process à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire ce que voient les femmes, la raison pour laquelle elles ont envie d'y aller, mais ont encore quelques réticentes, quelques retenues, c'est qu'elles voient... quand elles regardent l'entreprise fonctionner, des process qui ne sont pas faits pour elles. Alors je vous donnais l'exemple des réunions, mais parlons-en des réunions. C'est un moment important. C'est dans les organisations le moment où on exprime ses opinions. C'est là où on va pouvoir exprimer son leadership, sa capacité à devenir leader, peut-être soi-même. Donc si on laisse faire la nature... Dans les réunions, eh bien... Les femmes ne parlent jamais. Elles prennent moins la parole parce que, ça commence à la maternelle, la parole est moins donnée aux filles, on laisse les garçons interrompre ou prendre la parole sans lever le doigt, etc. Ça, ce sont des études très récentes qui le montrent encore aujourd'hui. Donc elles ont une tendance naturelle à moins prendre la parole. Et si elles s'expriment, eh bien, c'est aussi les études qui le montrent, elles se font davantage interrompre, reformuler leurs propres propos et se font réapproprier leurs propos. Je parlais avec la présidente d'un grand groupe français avant-hier, on déjeunait, et elle est patronne de son COMEX. Et elle me disait, quand je prends la parole, elle a un COMEX, c'est un grand COMEX, une vingtaine de personnes, avec 3 femmes seulement, mais peu importe, elle me dit, quand je prends la parole, il faut que je me force à parler fort et il faut que je tape un petit peu du poing sur la table. Sans ça, on ne m'écoute pas, ou alors il y a quelqu'un qui va reformuler et lui, on va l'écouter. On parle la PDG d'un grand groupe. Donc voilà, donc là il y a 2 solutions. Soit on prend pour acquis que c'est aux femmes de changer, de s'adapter, ce qui est assez injuste. On peut coacher les femmes, sensibiliser les femmes à cette question de la prise de parole, qui est une sorte de handicap, et les aider à y arriver davantage, mais on peut aussi, et ça me semble beaucoup plus juste, changer les process. Et là, il y a des entreprises qui s'en emparent très très bien, qui forment l'ensemble de leurs managers à la conduite de réunions que l'on appelle inclusive. Alors c'est différents petits trucs, on s'assure qu'il y ait un tour de table pour que chacun ait une chance de prendre la parole. Et d'ailleurs, ça servira aussi aux hommes qui sont un peu réservés, ça ne sert pas qu'aux femmes. C'est aussi de désigner quelqu'un qui aura le droit, qui sera un peu la police des biais, c'est-à-dire si quelqu'un coupe la parole ou reformule un propos, eh bien cette personne a le droit de le signaler. Voilà, un ensemble de choses qui rendent finalement les réunions un espace où chacun va pouvoir s'exprimer tranquillement. Et l'autre sujet, ce sont évidemment les évaluations de performance, un fléau pour l'évolution des carrières des femmes. Certaines disent, moi j'aimerais bien finalement soit entrer à un COMEX ou aller même plus haut, mais elles ont l'impression, disent-elles, qu'elles ne seront pas jugées à leur juste valeur. Et la science leur donne raison, puisqu'il y a une pléthore d'études assez récentes, et même certaines très récentes, qui vont toutes dans le même sens. Les évaluations de performance, les biais de genre dans les évaluations de performance représentent un véritable fléau, c'est-à-dire que systématiquement, et là on parle de cohortes, d'échantillons, de plusieurs dizaines de milliers de personnes, systématiquement, les biais de genre dans les évaluations de performance sont au détriment de l'évaluation juste des femmes, c'est-à-dire un même trait de caractère qui va être jugé positif chez un homme et négatif chez les femmes, le fait que sur un même métier, on va demander à une femme de justifier davantage ses résultats qu'un homme, etc. Enfin, on a relevé l'ensemble des biais aux ateliers entreprises et mixité. On en a relevé 38 différents biais de genre qui sont. Mais alors tous ces biais de genre et tout ce que vous venez d'évoquer, ça s'interroge évidemment beaucoup. Mais comment mettons en place les conditions du changement ? Vous accompagnez, vous, des dirigeants et des dirigeantes. Comment est-ce qu'on peut à un moment donné faire basculer tout ce que vous avez évoqué ? Eh bien, je le répète, c'est l'engagement du dirigeant, ça a un côté magique, ça crée l'action et l'action pérenne. Donc ça, c'est la première condition. Et puis vient avec cela ou après ça,
à la charge des RH ou des métiers, eh bien, la fameuse évolution des process pour créer tout simplement de nouvelles habitudes. Puisqu'il s'agit de ça, n'est-ce pas ? Et de nouveaux comportements. De nouveaux comportements, de nouveaux rituels. Donc la formation est vachement importante. La formation efficace, parce qu'on sait que les formations en général dispensées de manière classique dans une classe par exemple, ou au pire en visio, elles ont une efficacité très très limitée, avec une mémoire après 6 mois qui est de 10 ou 15%. Donc il faut trouver de nouvelles manières de former sous forme de jeux de rôle, de mise en situation, etc. Oui, donc il y a la manière de le faire aussi. Mais effectivement, oui. Et puis bon, le suivi des chiffres, la communication, et puis aussi des éléments de motivation. Certaines entreprises le font très bien, en indexant la partie variable des salaires, par exemple. Alors, si on imaginait plus de femmes au sommet, si ce pouvoir était exercé par plus de femmes, qu'est-ce que ça changerait concrètement dans la manière de décider ? Est-ce que véritablement on irait vers un nouveau style de gouvernance, ou est-ce que ces femmes se réattribueraient ces codes masculins ? C'est une question très difficile. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un pouvoir qui serait majoritairement féminin ou à l'équilibre. Déjà, un pouvoir à l'équilibre. Déjà, on aurait beaucoup progressé. Oui. Comment ça influerait sur les politiques de décision, sur les comportements, sur l'analyse de tous ces biais ? Est-ce que ça pourrait changer notre société fondamentalement ? Oui. Alors, je vais essayer de jouer à Madame Irma. Vous y croyez quand même. Évidemment. Vous y croyez, oui, pouvoir davantage évidemment, c'est toujours un peu délicat. C'est-à-dire qu'il est délicat de parler, je trouve qu'il faut, quand on parle de mixité, il faut toujours faire attention aux mots. Les mots sont extrêmement importants. Et le mot, par exemple, féminisation, pour moi, est un mot dangereux, parce qu'il envoie l'idée d'un pouvoir, par exemple, majoritairement féminin. Or, c'est pas ce que l'on recherche, n'est-ce pas ? On cherche un équilibre, justement. Et on cherche à ce que les hommes prennent conscience du système et accompagnent les femmes pour, évidemment, prendre ces postes à responsabilité, ou accepter de les prendre, bien sûr. Et donc, oui, alors pour parler simplement, effectivement, davantage de femmes au pouvoir, eh bien, ça représente, puisque naturellement, effectivement, elles ont tendance à avoir des soft skills plus développées, tout simplement parce qu'on les a engagés dans leur éducation à davantage les développer, faire attention à la copine et aux copains et aux petits frères, etc. Et donc, ces soft skills se transposent majoritairement davantage dans l'entreprise. Donc on peut imaginer que ce serait le cas. Et vous savez, il y a des entreprises qui l'ont déjà compris et qui mettent en place des systèmes d'évaluation d'ailleurs, qui ne soient pas uniquement basés sur des compétences techniques, mais qui soient équilibrées 50-50 entre soft skills et hard skills. Donc on peut imaginer que ça irait dans ce sens. Eh bien, merci beaucoup Marie-Christine Mayas, parce qu'au fond, on va se dire que la question n'est pas de savoir si les femmes doivent avoir le pouvoir, mais ce que le pouvoir deviendrait s'il leur laissait enfin la place. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.